ont des parcours hors du commun. Daniel, l'ancien coiffeur, a totalement changé de vie. Et là, je suis en train de regarder ces énergies au niveau du dos. Jamais j'aurais cru que le magnétisme était quelque chose de sérieux. Jean-Michel, lui, vit plusieurs vies en une. Bien, j'ai une vie ordinaire. Je suis prof. L'autre vie qui est moins ordinaire, c'est que je suis artiste considéré comme une star de la chanson française en Russie. Avant d'être Claudette, Katie a grandi au Cameroun, bien loin des strass et des paillettes. J'ai une petite vie tranquille, mais relativement pauvre. Je suis passée de la fille qui débarque, qui n'a rien, à la vie-lumière. Quant à Anne, elle a vécu dans la rue avant de faire de grandes études. Après, il y avait le concours de l'ENA et je l'ai réussi. C'est énorme, en un an. Des virages à 180 degrés qu'ils nous raconteront aujourd'hui dans Toute une histoire. On y va. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. On l'entend souvent dans Toute une histoire, la vie n'est pas toujours une ligne droite. Elle est parfois faite de virages, d'impasses, de détours, des chemins sinueux que certains saisissent comme une chance qui s'offre à eux pour mieux rebondir et se réinventer. C'est ce qui est arrivé à nos invités. Ils ont fait de leur vie une existence multiple et singulière, à tel point qu'aujourd'hui, ils ont la sensation d'avoir vécu plusieurs vies en une. Nous allons découvrir leur parcours étonnant dans Toute une histoire. Et puis dans l'histoire continue, nous retrouverons Guy, Nadine et Yannick. Eux aussi ont changé de vie et ils nous donneront de leurs nouvelles. Mais d'abord, merci d'accueillir Katie, avec laquelle nous allons ouvrir notre première partie. Ma première vie. Katie, bonjour. Bonjour. Alors, votre visage ne nous est pas inconnu puisque vous avez accompagné Claude François pendant les 2 dernières années de sa vie. Et oui, et oui, comme Claudette, bien sûr. Mais ce que l'on connaît moins de vous, c'est votre vie avant les strass et les paillettes. Où avez-vous grandi ? J'ai grandi au Cameroun, dans une petite ville qui s'appelle Ebolova. J'ai eu une petite vie tranquille, avec des parents très aimants, mais relativement pauvres, hein, commerçants, avec une petite vie tranquille, quoi. Et puis à 16 ans, vous avez quitté votre pays. Dans quelles conditions ? J'étais mariée très jeune. C'est vrai que c'est une facette... C'est un mariage plus ou moins arrangé. Oui, voilà. C'était plutôt un échappatoire pour moi, quand j'ai accepté de me marier. À quel âge avez-vous accepté de vous marier ? J'avais 16 ans, j'avais 15 ans et demi même, je n'avais pas encore 16 ans. À quelqu'un de plus âgé que vous ? Il était étudiant en France. Et donc vous avez quitté le Cameroun pour la France ? Pour la France, j'étais au Havre. Avec lui, la première année au Havre. Et ensuite à Paris. J'étais là pour apprendre la couture. Et très vite, le mariage, évidemment, dans ces conditions-là, ce n'était pas évident, ça ne pouvait pas fonctionner. Oui, parce que vous étiez coupé de votre environnement. Environnement, les parents et une vie de couple. Un mariage arrangé, ce n'était pas l'idéal, quoi. Donc ça a tenu combien de temps, ce mariage ? Il a tenu à peine 3 ans. On était séparés, en fait. Il n'a pas duré longtemps. Donc à 18 ans, vous étiez une jeune femme libre ? Libre à 18 ans. Je me suis retrouvée très vite, comme toutes les jeunes filles, l'envie de sortir, découvrir le monde. J'étais un peu dans le milieu de la mode, puisque j'apprenais la couture. Et en boîte. Être un super canon ? Oui, c'est vrai. Vous étiez mannequin, vous défiliez, non ? On faisait des défilés. À l'époque, il y avait très peu de filles noires dans le milieu du show business, donc c'était vraiment facile. On avait pratiquement tous les contrats. Bon, vous mesurez combien ? Vous étiez quoi, 1m75. Ouais. Oui, j'avais une taille de mannequin. À l'époque, oui. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré l'immense idole Clo-Clo ? Oh, le Clo-Clo, oui. Il était à son apogée. Ben voilà, mais c'était dans une boîte branchée de l'époque, ça s'appelait l'Élysée-Matignon. L'Élysée-Matignon, on l'avait même surnommé l'Élysée m'as-tu vu ? Et bon, par hasard, j'adorais danser. On était sur la piste de danse. Ouais.
Et finalement, il a envoyé Dany me chercher. J'ai fait ma première télé 3 jours après. Et puis voilà, c'était parti, quoi. Vous étiez contente? Ravie, mais en même temps, Vous le connaissiez bien? Vous étiez fan? Avant d'être Claudette, Ouais. non, honnêtement, je n'étais pas fan, mais j'étais admirative de l'homme que représentait Claude, c'est-à-dire ce grand blond. T'es grand? Enfin, grand, oui, oui, quand même. Vous voyez là, et quand même, il a presque une tête de plus que nous. Ouais. Bon, voilà, c'est la beauté. L'effet Claude François et les Claudettes, c'est tellement sublime que j'ai accepté de danser avec lui, vraiment pour m'amuser. Est-ce que vous avez été impressionnée par l'homme? Très impressionnée, mais en même temps, je n'étais pas fan. Bon. Il était agréable au quotidien? Quotidien, très exigeant. Et j'étais un peu, pas rebelle, mais j'étais tout le temps en retard. Mais lui, il était exigeant. Et donc, il était tout le temps derrière moi, parce que j'étais... mais très agréable à travailler, parce qu'à cet âge-là, on a envie de... Très agréable, pourtant, il avait une mauvaise réputation quand même dans le métier. Très capricieux, caractériel. Mais bon, attendez, on avait 18 ans, donc il fallait quand même nous recadrer. Hein. Ouais. C'était pas... À quoi ressemblait votre quotidien en tant que Claudette? Les plateaux de télé, les sorties, les grands hôtels. On avait eu la vie de star, quoi. Il était généreux avec vous, Claude? Mais on était très bien payés, tout le temps des cadeaux. Même quand il nous disputait, on avait droit à un geste après. Non, quel genre de cadeaux? Les cadeaux, des bagues. Ah oui, carrément. Oui, mais donc c'est un cadeau de Claude. Ah ouais. Oui. Oui, on était très bien payés, bien encadrés. Donc on avait vraiment une vie de star, quoi. Appartement, taxi, tout. Oui, mais vous savez, à 20 ans, 18-20 ans, on a l'impression que c'est normal. On a l'impression qu'on a droit à tout. Mais très vite, je suis passée de la fille qui débarque, qui n'a rien, à la vie de lumière, sans même m'en rendre compte, honnêtement. Et bon, la chute était un peu difficile aussi. Vous êtes déguisée en Joséphine Baker? Oui, Claude, c'était au début, donc c'est très difficile. Mais derrière, j'ai enchaîné avec le Paradis Latin, l'Alcazar de Paris. Ah ouais. J'étais meneuse de revue à l'Alcazar de Paris. Quand il est décédé, alors, en 1978? Quand il est décédé, il y a eu vraiment une coupure. Je suis partie en Italie, je ne voulais plus entendre parler de... quelque part, j'avais l'impression qu'il nous avait trahis. C'est bizarre, hein Parce que vous aviez 20 ans et tout d'un coup, la vie s'est arrêtée. Du coup, on se retrouvait sans rien. Et je suis partie de Paris parce que le regard des gens... les gens avaient un regard bizarre sur nous. C'est-à-dire, moi, on me regardait avec beaucoup de tristesse. Et à cet âge-là, on n'a vraiment pas envie, quoi. Donc, j'ai refusé la mort de Claude François. Je suis partie. Et c'est en revenant... Qu'est-ce que vous avez fait en Italie? Je me suis retrouvée à danser, à être gogo danseuse. C'est pas évident. Hein. À la station balnéaire à Riccione, sur un podium, à danser toute la nuit. Quand on a une vie de star, se retrouver à... mais bon, ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure. Hein. C'est pas terrible. Puis vous êtes revenue en France? Je suis revenue. À quel âge alors? Devais avoir 21 ans. 21 ans. Et c'est là que Jean-Marie Rivière m'a engagée au Paradis Latin. Et je l'ai suivi à l'Alcazar. Mais après, franchement, c'était très bien. J'étais la vie du musical, la vie de nuit, mais c'était vraiment la nuit, là. Je vivais la nuit et la journée, de temps en temps, je faisais des défilés de mode. C'est tout un parcours sublime, vraiment sublime. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure comment ça s'est passé, la suite et puis les difficultés que vous avez rencontrées après. D'abord, on va saluer Anne. Bonjour. Bonjour. Et puis on va danser quand même. Hein. Vous allez nous faire une chorégraphie. Vous savez encore les faire. Avec vous alors, Alexandre? Évidemment. Ah, c'est génial. C'est génial. Donc, comme Ketty, vous avez eu très jeune un besoin irrépressible de liberté. De quelle manière l'avez-vous exprimé? Alors moi, c'était quand même assez différent de Ketty comme parcours. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'étais, disons, j'ai d'abord bénéficié quand même d'un milieu au départ assez favorisé. Donc, jusqu'à 14-15 ans, ça se passait plutôt bien. La famille,
le lycée, etc. Et puis petit à petit, je suis devenue de plus en plus rebelle. Ni mon milieu familial, ni le lycée ne me convenaient tout à fait, même plus du tout. Et j'ai eu envie de vivre autre chose, de découvrir autre chose. En fait, je cherchais une révolution quelque part. Je suis un peu allée de partout à la recherche de la révolution, mais je tenais 10 ans trop tard, après mes 68. Enfin bon, c'était loupé. Voilà, donc... Et genre quoi, vous êtes allé où pour chercher la révolution? Ah ben, je suis allée voir un petit peu un certain nombre de groupes et de partis un peu à l'extrême gauche, bon voilà, et puis de militants, mais c'était plus la même chose. Et puis j'ai fréquenté des milieux marginaux et de plus en plus marginaux, et progressivement, j'ai rencontré les gens de la rue, les SDF, et j'ai trouvé que finalement ces gens-là étaient beaucoup plus intéressants que ceux que je fréquentais au lycée, que ma famille, mon environnement, et petit à petit, j'ai passé de plus en plus de temps avec eux. Donc à 16 ans, vous avez pris une décision qui allait influencer toute votre vie. Vous êtes partie de chez vous. Alors ça s'est fait progressivement, comme je dis, c'est pas une décision qu'on prend comme ça un jour. D'abord, voilà, au début, je manquais les cours au lycée, mais j'étais encore chez mes parents. Après, je commençais à découcher, à passer des nuits dans les squats. Puis j'ai rencontré donc celui qui allait devenir le père de mes enfants, qui était donc quelqu'un qui était quoi, ce qu'on appelle maintenant un routard, un jeune errant, enfin quelqu'un qui se baladait avec son chien, sans attache, voilà, au jour le jour. Et donc, du coup, je suis partie avec lui. Vous êtes tombée raide dingue. Oui, et amoureuse du personnage et aussi de la vie. Donc, évidemment, vous aviez arrêté vos études. Ah bah oui, de toute façon, les études, oui, effectivement. Donc, à quel moment vous avez arrêté? J'ai arrêté dès le début, première terme, fin de première. Alors vous étiez brillante? Oui, mais j'avais un an d'avance, tout ça, j'étais brillante, bien sûr. Trop peut-être? Je sais pas, non, ça veut rien dire, être brillant au niveau scolaire. Un peu précoce, quoi. Ouais, enfin bon, c'est vrai, en tout cas, peut-être au niveau de la maturité. C'est-à-dire que de toute façon, quand j'avais 15-16 ans, je fréquentais des gens qui en avaient 30. Ouais. Voilà, donc ça correspond. Mes camarades de 15-16 ans, je les trouvais un petit peu ennuyeux, j'avais pas les mêmes préoccupations qu'eux. Votre goût de l'aventure vous a alors conduite à faire un tour d'Europe? Pas fait le tour d'Europe, j'ai bougé beaucoup en France, un petit peu dans les pays à côté. Voilà, avec votre amoureux? Ah bien sûr, avec l'amoureux, le chien. Et à un moment, même avec un chat. Enfin bon, voilà. Vous savez, les jeunes errants qu'on voit dans les rues avec des chiens, tout ça, c'était un peu ça. Donc, oui, c'est-à-dire on allait en fait... L'intérêt dans cette ville-là, c'est aussi qu'on fait au stop au bord d'une route, le chauffeur s'arrête et demande « vous allez où ?» Et nous, on dit « où vous allez ?» S'il va loin, c'est super bien. S'il fait 20 km, évidemment, c'est moins bien, parce que faut recommencer, quoi. Mais... Et vous en gardez quoi de cette grande aventure? Des rencontres? Des rencontres, des expériences, de relativiser beaucoup de choses maintenant que je fais partie de la société. Alors, cette grande aventure a pris fin un jour, quand vous êtes tombée enceinte? Alors, je ne dirais pas de tomber enceinte, parce que ça, j'y tiens lorsqu'on a voulu avoir un enfant. Donc, mon compagnon et moi, on a décidé qu'on allait avoir un enfant. Sauf qu'au début... Ça vous a pas fait peur d'avoir un enfant dans cette... La difficulté, c'est que nous, on voulait avoir un enfant justement dans ces conditions-là. Parce qu'on voulait l'élever de façon un peu marginale, etc. Bon, puis je me suis rendu compte assez vite que ça allait pas être possible, et qu'on allait avoir des services sociaux et des tas de gens, parce que je voyais d'autres enfants qui naissaient dans la zone. J'avais connu beaucoup de cas où les enfants avaient été enlevés, donc on n'allait pas m'enlever mon enfant. Donc du coup, voilà, c'est moi et effectivement ma fille aînée bébé. Du coup, j'ai compris très vite que si je voulais pas avoir de problème avec les services sociaux, il fallait que j'arrête cette vie-là. Donc arrêter cette vie-là, c'était reprendre mes études. Et comment vous avez fait? Comment j'ai fait? Donc, moi, j'avais des parents qui ont quand même été chouettes. Alors, ils m'ont mis un peu un marché dans la main. Ils m'ont dit, nous, on t'aidera, mais d'abord, ça commence par passer le bac. Alors, voilà, il faut te mettre au boulot, passer le bac. Et donc, vous n'avez pas fait un enfant tout de suite? Si, parce que j'ai passé le bac. J'étais enceinte de 6 mois de la petite demoiselle qui est là. Mais bon. Oui, donc ça se fait, c'est possible. Vous avez mené les deux de front. Le bébé, passer le bac. Bien sûr, oui. Et vous étiez où pour réviser Au début, j'étais dans les squats, machin et tout. Et puis après mes parents se sont débrouillés pour trouver un appartement, parce que j'ai eu le bac et pour la naissance de la petite. Et puis voilà. Et puis on a commencé... Vous avez fait des études?
Oui, De quoi? journalisme. Journalisme? Maîtrise? À l'école française d'attaché de presse, après maîtrise d'information et communication. Mais ça a été après la période la plus difficile, parce qu'on n'est pas resté très longtemps à Lyon, là c'était à Lyon, on est parti à Paris pour des raisons diverses, et puis j'ai eu la deuxième fille. Et votre fiancé, il faisait quoi pendant ce temps? Fiancé, mon compagnon, après mari, parce qu'il a fallu qu'on était obligé de se marier pour des questions administratives. Oui, parce que fiancé, c'est trop compliquées. bourgeois. Non, mais là, on était obligés. Hein. Ouais. À l'époque, en 81, c'était obligé. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Rien. Parce que lui, il était resté fidèle à sa vie. Donc, vous avez eu votre Rien, maîtrise, vous? si, parce qu'il faisait des trucs de bricolage quand même, bon, voilà. Et il gardait les enfants quand j'allais en cours. Donc Parce c'est que pas vous en rien. avez eu deux enfants, Ouais. une maîtrise à 22 ans. Ouais. Par Enceinte de sacré- 8 mois, la maîtrise, mais enfin, bon, ça... Non, mais c'est une habitude chez moi. Un sacré parcours. Vous nous raconterez la suite de votre histoire, votre parcours incroyable tout à l'heure. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Vous aussi, Jean-Michel, vous avez une histoire hors du commun. Contrairement à Katie et à Anne, c'est au présent que vous vivez deux vies en une. Lesquelles? Bien, j'ai une vie ordinaire. Je suis prof. Prof de maths dans un collège en Les Seine-et-Marne. pauvres profs, avec tout le mal qui se donne. Oui, c'est vrai. Oui, on se donne beaucoup de mal. Oui, Ah c'est vrai. ouais. Mais c'est ordinaire. Et j'ai une deuxième vie de... Ça dépend comment on fait son métier. Oui, mais qu'on le fasse bien ou pas bien, c'est quand même ordinaire. Bon. Et l'autre vie? L'autre vie qui est moins ordinaire, c'est que je suis artiste considéré comme une star de la chanson française en Russie. Une star de la chanson française en Russie. Voilà. Une sorte de Charles Aznavour. Voilà. Disons que quand j'y suis allé pour la première fois, d'ailleurs, les seules références qu'ils avaient en tant que chanteur français, c'était Jodassin et Charles Aznavour. Et dans certaines villes, ils ont donc Jodassin, Charles Aznavour et moi maintenant. Voilà. Et Mireille Mathieu, quand même, des filles. Je parlais garçon, là, oui, bien sûr. À quoi ressemble votre vie de professeur, déjà? Commençons par celle-là. Eh bien, c'est une vie, je ne vais pas me répéter. Non. Quoi, vous êtes certifié? Même pas, non, je suis PEGC. PEGC. Et alors, comment vous êtes devenu chanteur en étant professeur de maths? C'était une passion? J'étais chanteur avant, en fait, tout petit, vers l'âge de... Quel enfin, genre de chanteur? J'étais, moi, en fait, puisque j'ai toujours, dès que j'ai commencé à jouer la guitare, parce que j'ai commencé par cet instrument, j'ai très vite pensé que ça n'avait d'intérêt que si j'écrivais mes propres chansons. Donc Je auteur, trouvais- compositeur, interprète. Voilà, donc je ne chante que mes chansons. Voilà, et donc très vite, j'ai essayé de réussir dans ce métier, si on peut parler comme ça, et je me suis très vite rendu compte que c'était quasi mission impossible. Donc j'ai eu l'opportunité de devenir prof, ce qui m'a permis de pouvoir continuer à faire de la musique tout en étant prof. Après, c'est une question d'organisation. D'accord. Et alors, comment vous êtes-vous retrouvé chanteur en Russie? Parce que j'ai eu énormément de chance. Au début des années 90, je crois que c'était en 93 ou 94, par là, j'ai fait la première partie d'Arthur H, à l'époque, dans une ville près de Melun. Et donc, première chance. Et puis, la deuxième chance qui s'est déroulée ce jour-là, c'est que dans le public, il y avait une Russe, interprète, qui accompagnait un peintre, je crois, à l'époque, qui a aimé mon spectacle, tout simplement. Et voilà, il s'est passé que ça ce jour-là, mais je ne savais pas qu'elle était là. Et plusieurs mois après, j'ai reçu un courrier de Russie. Je ne comprenais pas pourquoi on m'écrivait de Russie, je ne connaissais personne. Et une jeune fille qui s'appelle Elena m'expliquait qu'elle m'avait vu lors de cette première partie, qu'elle avait adoré mon spectacle. C'est romantique. Donc, le contexte, quand même, on est début des années 90, le mur vient de tomber il n'y a pas longtemps, c'est encore très difficile de correspondre avec la Russie. Et donc, les courriers mettent 3 mois à l'époque. Ah bon? Ouais, et donc, je recevais ses vœux fin février, par exemple. Donc, elle les avait écrits début décembre. Donc, ça va. Et donc, très vite, elle m'a demandé de faire écouter mes chansons autour d'elle, là-bas. Elle est d'Ekaterinbourg, c'est en Oural. Et donc, elle demande à mes enregistrements, si je peux lui en faire parvenir. Donc, à l'époque, ce sont des cassettes que je lui envoie. Et donc, plusieurs mois après, j'ai le retour, comme quoi elle a fait écouter autour d'elle et que tout le monde adore mes chansons et qu'elle souhaiterait que je puisse venir chanter là-bas. Et voilà. Alors, voilà, nous sommes en train de Voilà, de localiser visualiser. Ekaterinbourg. Donc, Cette ville se trouve sur la frontière Europe-Asie, en fait. très loin de Moscou. 36 heures de train. Voilà. Donc, vous partez pour Ekaterinbourg. 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 Voilà, oui. Génial.
Ouais, génial. Et donc, nous, on ne comprend rien du tout à ce qui nous arrive. Alors, vous nous raconterez tout Voilà. à l'heure la suite de cette aventure incroyable. Mais d'abord, on va saluer Daniel. Bonjour. Bonjour Sophie. Alors, comme Jean-Michel, vous aviez vous aussi une passion. Laquelle? La coiffure. J'aurais dû m'en douter. Hein, en général, quand on dit ça, les coiffeurs sont chauves. Ouais, Est-ce que vous étiez heureux en tant que coiffeur? Complètement, oui. J'avais un rapport avec les gens très proche. On discutait beaucoup, donc c'était à l'aise dans mon salon, en fait. Il était où votre salon? En plein centre-ville de Marseille. Oui, je m'en serais douté. L'accent. Combien d'années vous avez gardé votre salon? 6 ans. Bon. Et puis par la suite, vous avez exercé diverses professions. Pourquoi vous avez arrêté déjà la coiffure? Ben, j'ai changé de métier chaque fois que j'ai changé de relation avec les gens avec qui j'étais. Voilà. Bah, dites donc. Alors donc vous j'ai avez changé changé de souvent, métier. vous avez été peintre, décorateur d'intérieur, et puis à 50 ans, vous vous êtes lancé un tout autre défi. Oui, Dans quel domaine? dans le domaine du magnétisme, et je suis coupeur de feu aussi. Coupeur de feu. Alors ce choix peut paraître assez surprenant. On est bien loin des salons de coiffure, quoique. Oui. Quoique. À l'époque, déjà, quand même mes clients savaient que j'étais magnétiseur. Donc, Pourquoi ben, j'en discutais, je parlais avec eux. Et puis, Oui, il y en a parce que beaucoup qui me disaient, j'ai mal là, j'ai mal là. Donc, du coup, voilà. Je leur proposais aussi de faire un petit peu des Et soins. peut-être vous faisiez des massages de crâne. Oui, aussi, oui. Oui, oui, oui. Les J'adorerais. drainages lymphatiques, oui. J'adorais que vous me fassiez un petit massage de crâne. Pourquoi pas. Puisqu'en fait, vous l'avez toujours su que Oui. vous aviez ce magnétisme. Tout à fait. Ça c'est vous vient d'où? De ma maman. Voilà, ma maman était magnétiseuse. Et donc, depuis tout petit, quand j'avais mal au ventre, elle me disait, bon, ben viens, allez hop, on applique un petit peu les mains. Et puis voilà, donc je suis toujours habitué. J'ai toujours été habitué depuis tout petit. Parce que Vraiment. dans ces cas-là, on sent quoi? De la chaleur? Oui, oui, c'est un fluide qui est dans les mains, donc c'est une chaleur. Par exemple, si Voilà, par si. exemple, je serre la main de Jean-Michel, elle est froide. Oui. Alors, non, mais je là, s- par contre, c'est pas comme ça. Là, elle est C'est- froide. Voilà. Mais au niveau... quand on reste au bout de 20-25 minutes, vous allez sentir quelque chose. Mais là, si vous préférez, de suite, j'ai les mains froides là en plus. Ouais. Je suis un peu stressé. 20-25 minutes. Oui, une séance est de 20-25 minutes, oui, bien sûr. Alors attendez, je reste, Oui, oui, parce que oui. on va voir un reportage, Oui, donc on a oui. le temps. Cela fait aujourd'hui donc 3 ans que vous vous consacrez totalement à votre activité de magnétiseur. Et vous nous avez ouvert les portes de votre cabinet, de Oui. votre univers bien à vous, Ma Oui. nouvelle vie. Oui. C'est le titre du reportage que Oui. nous vous avons consacré à Marcel. Ça chauffe, Marcel. 9h du matin à Marseille. Voilà, ce serait pour un rendez-vous pour quand? Alors attendez, je regarde sur mon agenda. Daniel est déjà très affairé. Les coups de fil affluent et sa première patiente va arriver d'un instant à l'autre. Bonjour. Hello, ça va Daniel? Oui, et toi? Ça va. Enfin, ça pourrait aller mieux, mais bon. Ah, je t'en prie, vas-y. Daniel pratique le magnétisme, une médecine parallèle qui, selon ceux qui la pratiquent, soulagerait les douleurs et même guérirait certains symptômes. Aujourd'hui, je viens te voir parce que... Oui, dis-moi. je... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es pas bien? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? je suis agitée. Allez, allonge-toi. Moi, j'ai des montées. Oui, je le vois, tu pleures et tout. Allez, allonge-toi. Je suis trop agitée. Eh oui, je m'en doute. Attends, je vais regarder tes énergies. Sophie a 57 ans et si elle est à ce point angoissée, c'est à cause de son cancer. Depuis plus d'1 an, elle vient voir régulièrement Daniel. Là, je suis en train de la calmer. Allez, que les négatifs partent. Plus qu'un simple magnétiseur, il est pour certains de ses patients un véritable confident. On dirait que je me lève Oui. et que je suis une machine emballée. Il faut que tu sortes un peu aussi. Hein. Il faut pas, tu vois, rester à la maison. Je dois faire un soutien psychologique automatiquement pour essayer de leur donner le maximum pour du positif, voilà, qu'ils reprennent leur énergie. Après une séance de Daniel, eh ben, je me sens toujours plus sereine. On vient voir Daniel pour toutes sortes de problèmes, des maladies graves aux petits bobos du quotidien.
Et là, je suis en train de regarder ces énergies au niveau du dos. Et en fait, là, ça va. Et là, ça va pas. Derrière son cabinet, sa caverne d'Ali Baba, où il garde précieusement les cadeaux que lui ont offerts ses patients. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les objets qu'on me fait cadeau. Donc, cette vierge, une seconde vierge, une troisième vierge. Après, cette grenouille. Et ce n'est pas tout. Il a aussi des dizaines de lettres de remerciements, des attentions qui le touchent toujours autant. On va regarder un petit peu des choses très, très gentilles. Monsieur Daniel Mana, sachez que je n'ai jamais oublié vos bons soins. Entre parenthèses, pour mon affrezona. Il y a des humains dans la vie qui vous marquent. Et vous en faites partie pour moi. Quand je reçois une lettre, c'est un moment d'émotion, je suis émotif. Donc en fait, ça me fait énormément plaisir, je ne peux pas dire autrement. Pourtant, Daniel a bien failli ne jamais exploiter son don. La première qui a cru en lui, c'est André. Bonjour, mon Daniel. Et coucou. Attends, je lève mes lunettes. À l'époque de leur rencontre, Daniel était coiffeur et André l'une de ses clientes. Quand je t'ai rencontré, en 89, au salon de coiffure, jamais j'aurais cru que le magnétisme était quelque chose de sérieux. Alors qu'il est en train de la coiffer, elle se plaint de sa cheville. Et contre toute attente, Daniel aurait soigné ses douleurs. Si tu m'avais pas redressé tout de suite le pied, eh ben j'aurais peut-être encore toujours mal. Là, oui. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Hein. Et au niveau de ton poignet, là, maintenant, ça donne quoi? La semaine dernière, là, quand tu es venu. Hein, on dirait jamais que j'ai deux fractures. Hein. Ça m'a laissé baba. C'est surprenant. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident quand les gens sont cartésiens. Ils pensent, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer? Et puis après, bien sûr, il y a plein de gens qui s'en aperçoivent avec le temps, puisqu'ils reviennent. Je suis plus que fière d'être ton amie. Oh, tu es brave comme tout. Oui. Je t'adore. Ce don qu'il ne voulait pas voir au début, Daniel a appris à vivre avec, à l'apprivoiser. Et aujourd'hui, il en est fier. Le fait d'être magnétiseur, ça m'apporte énormément au niveau de ma vie de tous les jours. J'apporte de l'aide, du soin, de la présence. Je peux donner, recevoir aussi de mes patients. Je suis vraiment heureux de ce don qui m'accompagne jusqu'à la fin de ma vie maintenant, en fait. Alors, vous êtes aussi coupeur de feu. Oui. Ça consiste en quoi exactement? Alors, j'enlève n'importe quelle brûlure. Alors, surtout, là, en cabinet, je travaille beaucoup avec les gens qui font les rayons en radiothérapie. Et donc, beaucoup de gens qui brûlent, que ce soit les parties du sein ou de la gorge chez l'homme. Donc, je suis là pour enlever les brûlures. Est-ce que vous travaillez avec certains hôpitaux? Parfois, ils font appel oui, bien sûr, à vous. Bien sûr. Ils ont mes cartes. Donc après, il y a beaucoup le bouche à oreille qui se fait aussi. Donc les gens, s'ils viennent dès le début, c'est beaucoup mieux que quand ils m'arrivent au bout des 35 séances complètement brûlés. Eh oui. Alors, on va saluer Yvonne. Hein, vous confirmez, Yvonne, que certains hôpitaux, celui de Lyon, par exemple, font appel à des coupeurs de feu. Je crois de plus en plus des hôpitaux. Il y a Lyon, il y a aussi la Savoie, il y a aussi la Lozère. Je crois que les médecins, et surtout les urgentistes, font de plus en plus appel aux coupeurs de feu ou aux barreurs de feu. Ils font aussi appel à ces coupeurs de mal parce qu'il n'y a pas seulement le feu que vous pouvez couper, mais la douleur. Alors vous avez bien sûr des mains miraculeuses et qu'en pensez? Eh bien, c'est quand même un peu le télescopage de la science et de l'irrationnel. Néanmoins, bien souvent, les médecins sont obligés d'avouer qu'ils ont des résultats étonnants en ce qui concerne les brûlures. La douleur s'en va et en plus, je crois que la cicatrisation est améliorée. Parce qu'il semblerait aussi que ça fonctionne chez les animaux. Donc, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce un effet placebo? Est-ce un effet psychologique? Il est vrai que ça fonctionne chez les animaux? Auprès des animaux? Auprès des animaux, c'est-à-dire qu'un magnétiseur peut soulager la souffrance et la douleur d'un animal. Enfin, ça a été prouvé par des vétérinaires que j'ai interviewé, enfin pas interviewé, mais j'ai sollicité certains vétérinaires pour qu'ils me le confirment. Donc, la question qu'on se pose,
est-ce un effet placebo ou, au fond, avez-vous de réels pouvoirs? Alors, je crois que dans vos pouvoirs, bien sûr, vos mains miraculeuses existent. Ce don existe depuis fort longtemps. Mais en plus, vous avez l'intention de guérir. Et je crois que cette intention est communicative, avec, de surcroît, l'énergie que vous dispensez à la personne qui est en souffrance. Mais là, par exemple, je pensais au fait que vous m'ayez tenu la main pendant un certain temps. Ça chaufferait avec n'importe qui. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, en fait, tout le monde doit avoir du magnétisme. Non. Donc on peut le cultiver, oui, enfin, avec une énergie. Non, au contraire. C'est-à-dire qu'il faut le travailler pour pouvoir l'augmenter. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont du magnétisme quand même aussi. Ouais. Ça, c'est vrai, qui ne l'ont pas reconnu. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller voir un coupeur de feu? Non. Mais moi, j'ai une question à lui poser. Oui, lorsque je mets une montre mécanique, je la fais avancer. Est-ce que c'est un rapport? Oui, c'est un rapport. Moi aussi, dites donc. Oui, c'est un rapport. Souvent, ça peut dérégler, oui. D'ailleurs, on est en retard. Moi, je suis toujours en retard aussi, ouais. Moi, j'ai pas de montre. Alors, nous découvrirons la suite des témoignages de nos invités juste après ces quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous aimez votre conjoint et pourtant, vous n'avez pas de relation intime. Vous ne faites plus l'amour avec votre conjoint depuis des années et vous vous demandez s'il vous aime encore. Depuis l'arrivée de votre enfant, vous n'avez plus aucune libido. Votre mari en souffre. Alors que vous n'aviez plus de vie intime, il a fini par vous quitter. Pour vous et votre conjoint, vivre sans sexualité est un choix. Vous pensez que les relations charnelles ne sont pas indispensables dans un couple. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Leurs témoignages émouvants avaient marqué l'équipe de Toute une histoire. Alors aujourd'hui, ils viennent nous donner de leurs nouvelles dans l'histoire continue. Ancien alcoolique, Yannick était abstinent depuis 2 ans. J'en suis arrivé à reconsommer, quoi. Et c'était dans une soirée, à un bal, où je me suis dit, bah voilà. Nous retrouverons aussi Florian, dont les 2 parents sont malvoyants. À quoi ressemble leur vie aujourd'hui? Réponse dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez un physique atypique et vous aimez vous faire remarquer. Malgré les remarques de votre entourage, vous cultivez une apparence hors du commun. Votre look extravagant ne passe pas inaperçu et il vous a souvent desservi. Votre conjoint n'accepte pas votre allure, il souhaite que vous adoptiez un style plus classique. Après avoir cultivé un look exubérant, vous avez finalement choisi de ressembler à monsieur ou madame tout-le-monde. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités nous racontent aujourd'hui leur vie riche en rebondissements, des parcours atypiques qui les ont conduits à côtoyer des univers diamétralement opposés. Je vous propose d'ouvrir la deuxième partie de notre émission, des vies au pluriel pour un destin singulier. Anne, vous nous racontiez tout à l'heure les 10 années chaotiques que vous avez connues. Ça vous plaît pas ce mot? Oui, non. Voilà. Non, le J'étais mot sûre que ça vous plairait chaotique pas. me paraît voilà. Alors, exagéré, disons. Exagéré. Non, il y a eu quelques années, d'ailleurs, c'est même pas 10, bon, quelques années, disons, difficiles, compliquées. Compliquées, mais apparemment riches. Ah ben bien sûr, toujours. Et puis, vous êtes devenue mère donc, de votre deuxième enfant. Vous avez décidé de vous réorienter. Vous avez passé une maîtrise. Et vous avez choisi quelle vie à ce moment-là? Journaliste. Donc, journaliste. Parce que c'est ce qu'en fait... Moi, en fait, de toute façon, il y a le fil rouge, c'était vraiment pouvoir justement transmettre, raconter, rencontrer des gens et après transmettre des choses, voilà. Et puis essayer de faire passer des messages. Et donc les journalistes, le 4e pouvoir, ça paraissait une bonne voie pour faire passer des messages. Donc voilà, donc j'ai commencé journaliste, alors dans des journaux d'ONG, d'associations, des journaux militants, enfin
qu'un système de pige, on est payé à l'article, enfin, où c'est compliqué, c'est galère. J'avais quand même un appart parce qu'on n'a pas de salaire régulier, etc. Voilà. Et puis c'était compliqué aussi au niveau familial avec le... C'était difficile de tout mener à la fois avec le père des enfants qui lui, travaillait pas. Et il y avait pas mal de difficultés. Dans 32 mètres carrés, on hébergeait tous les pauvres gens qu'on trouvait dans la rue qui n'avaient pas d'endroit où aller. Donc, on était nombreux. Il acceptait, lui, que vous fassiez des études et... Ah bien sûr, totalement. Il a toujours été d'accord. Du moment que lui, il n'allait pas travailler, qu'on ne l'obligeait pas à travailler, Et vous acceptiez qu'il ne travaille pas par contre, il gardait les enfants pendant que moi, j'allais en cours, il s'en occupait très bien. Enfin, bon, il n'y avait pas de problème. Ça, c'était interchangeable. Il était un peu papa poule. Alors, est-ce que, donc finalement, vous avez fait quoi? Vous avez persisté dans ces domaines? J'ai quand même persisté un certain nombre d'années. Ou est-ce que vos parents ont fini par vous dire, comme mon père, par exemple? Il y a eu des moments où j'étais salariée, en CDI, avec un salaire, etc. Ça a duré quand même quelques années, où ça s'est, disons, bien passé, où j'avais trouvé ma place comme journaliste. Puis il y a un moment où un hebdomadaire assez connu, qui a eu des problèmes et qui s'est donc... qui a fait faillite, qui s'est un peu cassé la figure et tout. Donc, je me suis retrouvée au chômage avec des piges télé aussi, France 3, etc. Oh là là, vous dites ça d'un air méprisant. Mais si, au contraire, c'était très bien, c'était super passionnant. Sauf que le problème, c'était très irrégulier, c'était pas tout le temps, et c'était galère quand on est tout seul avec 2 enfants, parce qu'il y avait aussi une gestion de l'organisation, du temps, qui était compliquée. Bon, alors vous avez choisi quoi? Donc, comme c'était difficile, mon père m'a envoyé un jour une petite annonce. Il avait trouvé dans un journal quotidien du soir connu. Et comme quoi l'éducation nationale recrutait des profs et qu'il y avait le CAPES, n'est-ce pas, chers collègues? Donc, je me suis engagée. Donc, j'ai passé le CAPES. De lettres modernes, de français en gros. De français, pour faire ça. Parce que vous dites ça comme ça, mais c'est difficile, le CAPES, quand même. Oui, c'est un examen difficile. Là, en plus, ça a été un peu stressant parce qu'il était clair que mes parents, ils me payaient l'appart pendant 10 mois, mais qu'après, soit j'avais le CAPES, et bon, c'était bon, je devenais fonctionnaire avec un vrai salaire et un vrai boulot, donc ça, c'était super. Soit je le ratais, et là, c'était, je sais pas, les foyers, centres d'hébergement d'urgence. Donc vous avez travaillé comme une folle. Oui, quand même, ça a été un peu compliqué, parce qu'en plus, je connaissais rien, j'avais pas fait d'études de lettres, en fait. Des études de journalisme, de presse, communication, c'est pas des études de lettres. Donc vous avez dû quoi? Le premier cours en ancien français, j'aurais été un cours de chinois, de russe ou autre chose, ça faisait la même. J'ai rien compris. Rien compris du tout. Donc vous avez quand même des capacités exceptionnelles. J'ai appris des tas de trucs par cœur que j'ai oublié très rapidement depuis. Capacité exceptionnelle, moi je le dis quand même, parce que pour avoir un CAPES de lettres modernes... Voilà, j'ai eu le CAPES, ouf. Bon, enfin bref, vous l'avez eu, vous avez mis combien de temps à l'avoir? Un an? Je l'ai préparé dans l'année, enfin j'ai commencé les cours en septembre-octobre et je l'ai passé en juin, oui. Donc à 31 ans, vous avez été capétienne, donc vous êtes devenue prof? Prof, ouais. Où? Alors tout de suite j'ai dit, moi je veux être prof dans... mutation spécifique, établissement sensible. Maintenant, c'est ce qui correspond aux ambitions réussites. Donc, c'est-à-dire, en gros, les 100 collèges les plus durs de France, voilà. Bon. Parce que, oui, non, mais ça allait de soi. Bien sûr. J'allais pas, bon. Alors, non, mais c'était évident. Donc, et puis j'avais envie, puis c'était aussi, je pensais que c'était là que je devais être. Enfin, il y avait toujours cette envie aussi d'aider les autres, de faire du social et de, voilà. Bon, donc, vous avez fait ça, j'imagine que... Super. Ça vous a plu? Vraiment formidable pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Il y en a qui se plaignent, il y en a qui... J'ai fait plein de projets. Alors, j'ai fait des projets presse parce que, du coup, mes différentes vies, je fais des liens quand même. Faut pas... Voilà. Donc, j'ai monté un journal avec les gamins. Ils ont créé un journal. On a fait de la télé. Voilà, on a pour ça que, quand même, ce que vous disiez tout à l'heure, que c'était une vie ordinaire, on peut rendre le métier de prof tout à fait passionnant. On a fait venir des journalistes célèbres dans notre collège. Voilà. Genre qui? Patrick Poivre d'Arvor, des gens comme ça qui sont venus. Wow. Immense. Les élèves, machin, on a fait venir des tas de gens. Donc, bon, voilà. Bref, vous avez fait ça pendant 10 ans, et puis à nouveau, vous avez eu besoin de changement. Oui, parce que là, au bout de 10 ans, je commençais à m'habituer. Alors, certes, les élèves n'étaient jamais les mêmes. Ils n'étaient pas faciles, loin de là, dans ce type de collège. Mais en même temps, je me demandais ce que j'allais créer de plus et voilà, et donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Aussi, je voyais aussi des profs qui, au bout d'un certain temps, fin de carrière, se lamentent dans la salle des profs, sont fatigués, sont découragés. Alors je me suis dit, je ne suis quand même pas arrivée comme ça à un certain âge. Bon, après,
après, Alors, qu'est-ce que vous 55, avez 60 décidé? ans, dans une salle d'épreuve, ça devient plus dur avec les élèves. Puis avec l'allongement de la retraite, ça ne s'arrange pas. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai appris par hasard qu'il existait un concours préparatoire à l'ENA. Bon, l'ENA, c'est l'École nationale d'administration. Alors, en fait, moi, ce n'était pas pour vraiment faire l'ENA. C'était parce que ce qui était génial, c'est qu'en fait, en gros, j'étais payée pendant 1 an pour retourner à l'école, pour apprendre tout ce que je n'avais pas appris, puisque dans la rue, je n'avais pas pu l'apprendre. Donc, c'est-à-dire des choses très sympas, comme du droit administratif, des finances publiques, enfin voilà, des tas de choses qui n'intéressent pas tout le monde, mais bon. Mais moi, je trouvais ça bien de pouvoir faire ça. C'était une pause, ça me permettait de réfléchir, de faire du recul. Mes élèves m'ont dit, pourquoi vous retournez à l'école? Parce que vous êtes prof. Donc, je leur ai dit, on n'a jamais fini d'apprendre. Pas parce qu'on est prof qu'il ne faut pas apprendre. Donc, ça, c'est... Et puis, voilà. Et donc, j'ai appris toutes ces choses-là, mais... bien sûr, après, il y avait le concours de l'ENA et je l'ai réussi. C'est énorme. En 1 an. Oui, alors c'est vrai que quand j'ai vu effectivement... la prépa, elle était bien. Enfin, j'étais bien encadrée. J'ai quand même passé 1 an à faire que ça avec des profs qui étaient des bons profs. Hein. Bon, donc vous aviez 43 ans. Vous vous retrouvez donc dans une promotion avec des étudiants, de jeunes étudiants qui sortent du bac. Certains étaient plus jeunes que ma fille aînée. Bon, et alors donc vous êtes sortie de cette promotion et aujourd'hui vous en êtes où alors? Aujourd'hui à fond dans le social, c'est-à-dire donc j'ai choisi à la sortie de l'ENA le poste le plus social, voilà, pour m'occuper des personnes en précarité, en difficulté, et puis là, en particulier des SDF. Donc voilà, parce que les SDF, il y en a de plus en plus, des publics, des publics très diversifiés. On a des familles qui sont dans les rues, il y a des travailleurs pauvres, puis voilà, et puis ces gens-là souvent sont invisibles, il faut changer le regard des gens. Donc vous êtes absolument cohérente. Et que ces gens soient visibles. Ça, c'est le message le plus important, c'est que chacun d'entre nous rende ces gens, pas obligatoirement leur donner de l'argent et tout, mais un regard que rende ces gens visibles. Quel Parce parcours, que moi maintenant, j'aime dire, franchement, magnifique parcours, des réactions d'Yvonne. Un parcours étonnant d'Anne, mais ce serait banal de vous dire qu'effectivement, vous êtes quelqu'un qui a fait de sa rébellion une forme de créativité. Vous êtes précurseur et vous avez une âme de révolutionnaire. Je crois qu'effectivement, sortir du cadre, c'est parfois un vrai talent. Mais vous avez aussi tout le profil, et pardon de vous le dire, de quelqu'un qui est donc surdoué. Vous savez, mais la personnalité surdouée refuse qu'on lui fasse des compliments, ne supporte pas ses réussites, disent mais moi, je suis comme un imposteur, pourquoi moi, j'ai eu l'ENA, j'ai eu tout ça. Donc vous ne croyez pas trop à votre réussite et néanmoins elle est présente avec un désir ardent de transmettre et de faire avancer l'humanité. Je crois que c'est un petit peu... Vous n'avez pas eu envie de faire de la politique? Je sais pas, pourquoi pas. Mais bon, ce qu'il y a surtout, c'est de faire bouger les trucs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les familles, elles ne dorment pas dans la rue, mais qu'elles dorment à l'hôtel. C'est que les gens, ils trouvent du boulot. C'est que, et c'est que tout ça, faire bouger tout ça. Et c'est tous ensemble qu'on peut faire bouger ça. Les institutions, l'État, les associations, les citoyens. Il y a un vrai message aux parents qui ont des enfants qui sont hors cadre et rebelles. Et bien souvent, ils sont mal diagnostiqués parce que ce sont des enfants surdoués. Vous avez vraiment tous les ingrédients de quelqu'un qui a un haut potentiel intellectuel. Katie, vous aussi, vous avez eu cette capacité de rebondir après avoir touché le fond. Vous avez fait en 1997 une rencontre qui a ouvert la porte de votre, je ne sais plus où on en était, 5e, 6e vie. 4e vie, j'en sais rien. Je ne sais plus. Non, mais disons qu'après, toute la partie sublime, où j'étais danseuse, où j'ai fait de la mode, avec l'âge, les accouchements, les enfants, ça commençait à être vraiment difficile. J'ai eu un réel problème de santé. J'ai eu un problème, après l'accouchement de mon 3e enfant, une insuffisance surrénale, ce qui fait que j'étais vraiment plus en harmonie avec ce que j'étais avant. Et je n'avais plus de boulot. Je n'étais plus danseuse, donc c'était pas évident de me reconstruire. Avec le problème de la maladie, les enfants pratiquement sans pension alimentaire, c'était vraiment compliqué. Et donc une rencontre en fait, que j'ai provoquée dans mon quartier, un local. Il fallait réellement que je refasse un métier, quoi. J'avais pas de métier. Et la vie de danseuse, c'était terminé. Et rencontre avec le propriétaire de ce local qui a eu confiance en moi. Pendant 6 mois, m'a
m'a permis de ne pas payer de loyer pendant 6 mois. Et avec un chef cuisinier, on a repris le local où on a créé un restaurant. Un restaurant, oui. Donc qui vous a permis de faire d'autres belles rencontres, une en particulier. De qui s'agissait-il? Le restaurant, au départ, avec mon partenaire qui était chef cuisinier, dans le restaurant, tout de suite, ça a vraiment fonctionné. C'était dans un quartier où il ne se passait rien, c'est dans le 13e. Et quand les gens ont su que j'étais une ancienne Claudette, le restaurant, c'est la spécialité afro-antillaise. Mais très vite, les gens ont fait de ce lieu l'endroit un peu culte Claude François. Le sanctuaire de Claude François. Oui, voilà. Et on a transformé le Camukera en lieu culte Clo-Clo et on organise. J'ai un maître d'hôtel qui est le sosie de Claude François. Qui est le sosie de Claude François? Vraiment, oui. Le maître d'hôtel? Oui, oui. Et est-ce qu'on danse? Oui. Tous les soirs? Le week-end, vendredi, samedi, ou alors quand il y a des groupes qui veulent quelque chose de particulier. Donc vous faites quoi? Tiens, vous me montrez ce que vous faites? Vous faites des chorégraphies, par exemple? Vous avez des Claudettes? Bon, les belles années, c'était avant. Il faut la musique, non? La musique. Et qui danse? Qui danse? Je danse avec mes 2 serveuses et Clo-Clo. Le maître d'hôtel? Le maître d'hôtel, yes. On y va. Yes. Marche sur les filles. Yes. Hey. Marche sur les filles. Je suis dans ta vie. Yes. Je suis dans tes bras. Et on roule. Ah, la suite, j'ai plus d'appétit. Barracuda. Je pourrais tout donner si tu ne m'en pas. Je pourrais tout donner. Elle est sublime, hein, Clo-Clo. Hey! Alexandra. Alexandrie, nous allons dans son fond des bras. Je sais que je t'ai gardé, et toi tu ne veux pas. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, la lumière du port fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Et donc, alors, ça dure, c'est quoi? C'est après le dîner, ça ou Oh, qu'est-ce que ça fait du bien, hein, ça fait du C'est après, pendant? Pendant. Pour le dessert, en fait. D'accord. Et les projets pour l'avenir? Les projets pour l'avenir, c'est les chambres d'hôtes. Mais la particularité, là, c'est que réellement se retrouver à 56 ans, continuer à danser sur Claude François, 36 ans après, c'est vraiment un Et alors, vous en êtes où dans votre vie personnelle? Où j'en suis, je suis en harmonie avec moi, quoi. Donc, quand vous regardez dans la glace, vous êtes en paix avec vous-même? Oui, mais voilà, c'est pour vous me demander où j'en suis. Le fait de raconter mon parcours, d'écrire mon autobiographie, ça m'a permis réellement de Je n'ai pas toujours dansé. Oui, voilà le titre de votre autobiographie. Oui. Bravo. Merci et beaucoup. longue vie à ce restaurant. Oui. On va revenir à l'histoire de Jean-Michel qui arrive en Russie. Et là, vous vous demandez ce qui vous arrive quand même. Exactement. Et de là se déroule un film incroyable, c'est-à-dire la visite de Moscou la nuit, après un superbe hôtel, et le lendemain, départ pour Ekaterinbourg en transsibérien pendant 36 heures. Et à l'arrivée à Ekaterinbourg, sur le quai, je vois des caméras de télévision et des hommes armés. Et là, vous vous retournez pour savoir s'il y a quelqu'un derrière vous de connu? On se pose des questions et en fait, comme
les trains, là-bas, on sait dans quel wagon on est, donc on vous attend exactement où le wagon va s'arrêter. Donc ils nous attendaient juste devant notre porte, en fait. Et donc, en fait, c'était pour nous, tout simplement. Et donc, ça fait très bizarre. Moi qui n'avais jamais connu ça en France avant, je me retrouve là, sous les feux bizarres de grosses caméras, avec des journalistes qui posent des tas de questions. Et tout de suite, on nous emmène en camion pour... en voiture pour aller faire notre premier concert au casino de la ville. Et il y avait du monde? Le casino était plein et c'était hyper impressionnant parce que 48 heures avant, on était en France de réels inconnus et là, tout d'un coup... Et ils comprenaient ce que vous racontiez dans pas vos du chansons? Pas du tout, pas du tout. C'est ça qui est génial. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils avaient une attente par rapport à la chanson française et que j'ai eu la chance d'être celui qui est arrivé au bon moment, en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'elle avait dû vous vendre comme une énorme star en France, comme Charles Aznavour. Et c'était peut-être plus facile de vous faire venir vous que Charles Aznavour. Je pense elle est maline, Elena. Sans doute. Exactement. Ah oui. D'ailleurs, parce qu'en plus, elle avait diffusé les cassettes avant, donc il connaissait vos chansons. Ouais, et partout, on a rencontré plein d'artistes russes qui ont voulu nous rencontrer, et tous pensaient à l'époque que j'étais ami avec Cabrel, Renaud, etc. Et certains m'ont demandé si je viens à Paris, est-ce que tu pourras me faire rencontrer Renaud? Oui, pas de problème. Mais est-ce que vous viviez ça comme un imposteur? Est-ce que vous arriviez à vous dire, c'est moi qui vis ça? Ou comme un usurpateur plutôt? D'une certaine façon, oui, mais je ne me suis pas posé la question sur le moment. D'accord. Parce que je me suis dit, on nous prend vraiment pour des stars, il faut qu'on fasse comme si on l'était, en fait. Et le seul moyen de prouver, c'était d'être bon sur scène. Après, le reste, on pouvait raconter ce qu'on voulait. Vous avez dû vous éclater, quand même. On s'est éclaté comme c'est pas permis. Et alors, au retour, est-ce que vous aviez pris la grosse tête? On avait la tête qui avait enflé énormément, parce que c'est tellement incroyable que c'est pas possible autrement. Bah ouais. On a pris énormément de positifs, en fait. Et après, au retour, on a mis 3-4 mois à atterrir, quoi. Ah oui, 3-4 mois. Ouais, parce qu'on était tout le temps là-bas, on en parlait tout le temps, et bizarrement, autour de nous, personne ne nous croyait. Et quand vous avez retrouvé vos élèves, ça a dû vous paraître bien fade? Ouais, fade, mais en même temps, je racontais. J'avais besoin de le raconter, mais très vite, je me suis rendu compte qu'on ne nous croit pas. Mais vous étiez marié? Oui. Et votre femme, elle vous croyait quand même? Oui, heureusement que mes tout proches me croient. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui... Mais Elena, elle n'a jamais été amoureuse de vous? Vous devriez lui poser la question, peut-être. Mais Elena, je la vois toujours, elle est mariée, elle a un fils maintenant. Il n'y a pas mon fils. Et... C'est dommage, vous auriez pu revenir sur un autre thème. Oui, Est-ce que vous retournez régulièrement en Russie? Et depuis, en fait, j'y retourne régulièrement. Donc depuis 1996, je repars dans quelques jours. Ça sera la 26e tournée. Parce qu'en fait, après, ça s'est développé et je joue partout en Russie. Juste un petit votre plus grand succès en Russie? C'est dur. Je fais chanter les gens, par exemple, en Russie, sur une chanson qui s'appelle « Comme tu dis ». Et le refrain, c'est « Mais c'est comme tu dis, mais c'est comme tu dis, c'est pas le moment de moisir ici. » Bon, en tout cas, Jean-Michel, j'espère un jour vous recevoir de l'autre côté et qu'un... Il continue, hein. Et qu'un producteur vous aura repéré, peut-être, sur ce canapé. Une petite parenthèse étonnante, c'est que le monde du disque ne s'intéresse pas à moi, le monde de la musique ne s'intéresse pas à moi, mais j'ai quand même réussi à écrire 4 livres sur mes parcours en Russie, et j'ai trouvé facilement éditeur. C'est étonnant. C'est très étonnant. Ouais, la preuve, c'est que je suis là pour parler de mon parcours. Donc ces 2 vies que je suis obligé de canaliser dans l'avion pour ne pas mourir. C'est une formidable histoire, en tout cas. Et voilà. Bon, mais vous verrez qu'il y aura une suite à tout ça. Je l'espère. Merci à tous pour ces formidables témoignages de vie qui nous prouvent encore une fois qu'il ne faut jamais perdre espoir et que rien n'est impossible. En plus d'avoir connu plusieurs vies, les personnes présentes aujourd'hui sur notre plateau ont un autre point commun, celui d'avoir eu le courage de rebondir. Et leur témoignage a dû avoir une résonance toute particulière chez Guy, Nadine et Yannick, nos invités de l'Histoire continue. En effet, tous les 3 ont eux aussi traversé des périodes difficiles et pourtant, chacun d'entre eux a trouvé la force nécessaire pour aller de l'avant. Il est temps de prendre de leurs nouvelles. Bonjour à tous les 3. Bonjour. On va commencer d'abord avec Guy et Nadine. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 29 mars 2007 dans une émission intitulée «
parents handicapés, comment grandissent leurs enfants? De quel handicap êtes-vous atteints tous les deux? Alors moi, je vais commencer par mon épouse. Elle est atteinte d'un double handicap, c'est-à-dire elle a un syndrome de Usher, c'est-à-dire qu'il touche à la fois sa vision par une rétinite pigmentaire et l'audition. Et moi, je souffre d'un glaucome congénital. D'accord. Donc vous avez perdu la vue? Oh là, il reste un tout petit peu de vision, mais plus grand-chose. À quel âge avez-vous Alors, perdu? la vue, c'est très amusant parce que pour tous les deux, c'était le même parcours, si je peux dire. La vue a commencé à chuter vers l'âge de 20 ans, c'est-à-dire pendant nos études, au moment du bac ou un tout petit peu après du bac. Vous dites c'est très amusant, il y a des choses plus amusantes que ça quand même? Oui, bien sûr. Non, mais c'est le hasard qui a voulu qu'à quelques mois près, nos vues, et en sachant qu'on n'a pas la même pathologie. Ouais, et c'est-à-dire que quand vous êtes rencontrés, vous étiez... vous n'aviez pas de handicap, vous aviez une bonne vue tous les deux? On était malvoyants, tout simplement. On était malvoyants, oui. Vous étiez malvoyants? Oui, c'est-à-dire qu'on pouvait, quand on s'écrivait au début, on s'écrivait en noir. J'entendais mieux. Elle entendait mieux, tu lisais sur les lèvres. Et également, on se dirigeait sans canne. Bon. Et voilà, puis les choses... Oui, le handicap était beaucoup moins fort, beaucoup moins... prenant dans la vie, voilà. Mais est-ce que le fait d'avoir tous les deux, d'être atteints tous les deux d'un handicap vous a rapprochés? Vous diriez ça? C'est-à-dire que vous avez On pourrait dire cela, oui. Je pense que le fait que tous les deux on a un handicap, on comprend nos difficultés, parce qu'on les vit tous les deux, même si de temps en temps, on se fâche mutuellement. Il y a des étincelles. Il y a des étincelles, voilà. C'est inévitable. Mais sinon, des petites et des grosses. Voilà, on vit la même vie et donc on comprend le fond du problème, même s'il y a des étincelles, voilà, il y a quelque chose qui est là, quoi, présent. Alors, vous n'avez pas renoncé à votre désir de fonder une famille. Est-ce que ça a été une décision facile à prendre? Non. Alors, ça n'a pas été une décision facile à prendre parce qu'on avait peur surtout du côté héréditaire. Donc, au début, entre le moment où on a décidé, enfin, on voulait faire un enfant, c'était certainement moi qui étais le plus, disons que, pas le plus embêté, mais qui était le plus réticent. Oui. Parce que j'avais peur de ce côté héréditaire. Ce qui fait que nous avons consulté dans les services spécialisés à Paris, dans les hôpitaux de Paris, et qui nous ont dit que le risque de transmettre l'handicap n'était pas plus important qu'un couple ordinaire. Donc, le risque, c'était quasiment nul. Voilà, c'est ça. Oui, quand même. Est-ce que vous vous êtes posé des questions quand même sur le fait d'être à la hauteur ou pas parce qu'évidemment, le quotidien est plus difficile quand on est malvoyant. Oui, on s'est posé beaucoup de questions. Parce que je crois que c'est vrai également pour les parents qui n'ont pas d'handicap. Ils se posent beaucoup de questions. Comment on va faire? C'est la grande inconnue. En plus, nous, on se disait, est-ce que notre handicap ne va pas être une barrière? Puis finalement, on vit avec cet handicap. Donc, on s'adapte, on s'est toujours adapté par rapport à nos handicaps. Donc, ça a été, voilà, que l'on connaît. Donc, on connaît nos limites. Et à partir de nos limites, on était au-delà. Puis ce désir d'avoir un bébé était vraiment très, très fort. Alors, vous êtes finalement devenus les heureux parents de Florian, dont nous avions également fait la connaissance il y a 6 ans. Quel message aviez-vous envie de faire passer à l'époque? Alors, à l'époque, le message qu'on voulait faire passer, déjà, c'est le souhait de faire un enfant, même si on a chacun un handicap. C'est-à-dire cet amour qu'on a pour tous les deux était beaucoup plus fort que notre handicap, que nos handicaps. Et aussi un deuxième message qui pour nous était très important. Si on faisait un enfant, c'est pour le plaisir, le but, la joie d'avoir un enfant. Et non pas pour le faire de lui comme une canne blanche, comme une prothèse à notre handicap. C'était pas du tout ça. C'est qu'au contraire, que lui nous apporte beaucoup de choses et nous fasse oublier nos handicaps finalement. Alors, votre fils avait 9 ans et demi lorsque nous l'avons rencontré. Il faisait déjà preuve d'une grande autonomie pour son âge. Et il y a quelques jours, vous avez de nouveau accepté de nous ouvrir les portes de chez vous. Et c'est avec grand plaisir que nous vous avons retrouvés tous les trois. Alors, à quoi ressemble aujourd'hui votre vie de famille? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images.
Quand avec Nadine, on avait pris la décision de faire un enfant, c'était pas pour qu'il ne serve de canne blanche. Guy, malvoyant, et Nadine, aveugle et malentendante, avaient décidé d'avoir un petit garçon, malgré leur handicap. S'occuper d'un enfant, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'attention les premières années. On s'est imposé des règles très strictes dans certaines conditions. Quand, par exemple, Florian est en train de le changer, il y avait toujours un de nous deux qui avait la main dessus. Jamais eu peur de le perdre en le promenant dans la rue? Oui, beaucoup moins. Ah oui, oui. Nadine avait très peur qu'on lui prenne le vole, un beau petit garçon comme ça. Il était en laisse, oui. À l'âge de 10 ans, Florian les aidait beaucoup au quotidien. Il avait par exemple pris l'habitude de lire le courrier à son père. Comment ça, tu fais ça tous les jours? Ouais, c'est les points cadeaux. C'est pour les points cadeaux. Vos points cadeaux, doublez vos points produits multipliés par 2. Nadine et Guy se retenaient d'en demander trop à leur fils, mais ses yeux leur étaient malgré tout indispensables. Tu veux qu'on appelle Florian? Oui, pour gagner du temps. Florian? Il est vrai que de temps en temps, on le sollicite peut-être au-delà d'un enfant qui n'a pas de parents handicapés. Il est vrai qu'il faudrait qu'il fasse sa vie et qu'ils ne nous en veulent pas, surtout. 6 ans après l'émission, nous retrouvons Nadine et Guy, chacun très occupés. Allons-y. Un nouvel outil un peu particulier fait désormais partie de leur vie et les aide à être plus autonomes. La page va être scannerisée. Facture numéro 0079/13 objet de la facture travaux de plomberie. 168,25 net à payer. Nadine, on a reçu la facture du plombier. Un objet bien utile pour certaines tâches du quotidien. Là, je voulais savoir les proportions pour le gâteau. Ah, attends, tu veux que je numérise? Le fondant. Je sens qu'on va jeûner, hein. Versez le contenu du sachet dans un saladier. D'accord, dans un saladier. Ajoutez-y les œufs. Les œufs. Ah, il en faut 4. Nadine peut à présent s'atteler à la préparation d'un gâteau sans l'aide de personne en cuisine. Celui-là, on verra bien. Voilà. Ah oui. Ah, il y a Florian qui rentre. Aujourd'hui, Florian a 16 ans et il reste très proche de ses parents. Bonjour Florian. Comment ça va? Bien, et toi? Ouais. Comment ça boum? Bien. Et quand il rentre le midi, tout est prêt. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Ouais, bonjour mon grand. Qu'est-ce que tu prépares? Alors, devine. Un gâteau au chocolat, non? Oui, un fondant. Mais si ses parents s'en sortent très bien sans lui, Florian ne peut s'empêcher de proposer son aide. Ça a bien cuit. T'as besoin d'aide pour le sortir? Pour le gâteau, ça va. D'accord. On débrouille. Je vais aller dans ma chambre. Oui. Et Florian, il grandit, hein, c'est un ado. Un jour ou l'autre, il partira de la maison. Si nous, on n'est pas armés, on n'est pas habitués à cela avant, là, pour le coup, on aura un handicap sur notre handicap. Hein. C'est pas notre canne, c'est notre fils. Et alors que Nadine se prépare à se rendre seule à son cours de danse, Guy en profite pour avoir une discussion avec Florian. Écoute, tu vas pas passer toute la journée devant un écran, tout de même. Je sais pas, je vais voir. C'est nous qui sortons le plus que toi. Ouais. Bon alors, c'est pas logique. Ce serait toi qui devrais sortir plus que nous. Je verrai. Quand tu auras fini ton jeu, voilà. T'inquiète pas pour nous, tout ira bien. Ouais, mais je connais ces jeux-là. Souvent, elle me demande de sortir pour pas que je reste enfermé devant l'ordinateur, d'aller voir des amis. Je pense qu'ils font ça parce qu'ils veulent m'aider à me sociabiliser. Des fois, je le fais, mais enfin, parce que c'est important que je sois là pour les aider. Si Florian préfère rester à la maison, Nadine, sa mère, a elle pris son envol. Chaque samedi, elle se rend à son cours de danse. Grâce à cette activité, Nadine s'est considérablement ouverte aux autres. Faire partie d'une troupe aujourd'hui est pour elle une sacrée victoire. Puis on partage tous la même chose. Alors c'était un peu comme si c'était une histoire sans parole. On n'a pas besoin de s'expliquer plein de choses. On l'exprime en dansant. Et ils m'ont appris à avoir confiance.
Oui, et on rassemble. Guy, Nadine et Florian, qui est avec nous aujourd'hui, qui a 16 ans. Vous êtes très impressionnants, vous faites preuve d'une dignité, d'un goût pour la vie qui est vraiment très respectable et admirable. Bravo. Florian, est-ce que tu as le sentiment d'être différent des autres adolescents ? J'ai vu que tu étais probablement un petit peu geek, donc quand même assez solitaire devant ton écran d'ordinateur. Oui, mais sinon, à part ça, j'ai quand même des amis. Enfin, mais sinon, ça me gêne pas dans ma vie de tous les jours. Enfin, généralement, les gens, ils sont surpris d'apprendre que j'ai des parents malvoyants. Mais sinon... Tu as déjà été confronté à des réflexions blessantes, peut-être plus jeune, à l'école? Non, jamais. Jamais? Jamais. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous étiez venu sur notre plateau, la première fois? C'est l'impact que ça a eu. Déjà au niveau de la famille, ils nous ont découvert autrement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est difficile de faire tomber certains préjugés. Par exemple? C'est-à-dire qu'ils se disent, on a eu parfois au début, oh là là, quand il va être tout bébé, il va tomber de la table allongée. Bon, déjà, il n'est jamais tombé de la table allongée. Et en plus, on n'avait pas de table allongée. Au début, on le faisait sur le dessus d'une machine à laver de linge. Oui, c'est-à-dire qu'ils avaient des tas de préjugés par rapport à votre enfant. Ou sur le lit, oui, voilà. Qu'on serait maladroit et tout, qu'on ne pourrait pas partager la même chose avec lui. Mais finalement, si, on partage beaucoup de choses et on n'est pas plus maladroit que n'importe qui. Non, et peut-être qu'au contraire, vous êtes encore plus attentif que d'autres parents qui seraient valides. Oui, parce qu'on s'est imposé des règles extrêmement strictes que l'on a conservées jusqu'au moment où Florian était plus autonome. Le plus grand danger, finalement, c'était quand il commençait à courir à droite et à gauche. Voilà, on a pris les devants. Et... On laissait le téléphone sonner interminablement. Oui. Florian, est-ce que tu dirais que tu as vécu les choses de manière très différente des autres enfants, toi, dans ton expérience? Non, pas spécialement. Mis à part que je dois les aider plus que des enfants normaux. Ouais. Je n'ai pas ressenti tu dois le fait être d'être différent. immensément fier de tes parents. Ils arrivent à surpasser leur handicap. Qu'est-ce qui te marque chez eux? Le fait qu'ils soient très autonomes, en dépit de leur handicap, qu'ils arrivent à aller à droite à gauche, comme ça, sans mon aide. Ça t'impressionne? Est-ce que vous appréhendez le jour où Florian prendra son autonomie et son indépendance? Oui, comme toute autre maman, bien sûr. Je me demande comment ça va se passer. J'espère je pense que ça se passera bien. Si tout va bien maintenant, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement plus tard. Et quand, peut-être pour ses études, après le bac, peut-être qu'il ira pas forcément à côté. Et on s'y prépare. C'est vrai que ça nous fera drôle parce qu'il a sa place. Il a une grande place dans la maison. Florian, est-ce que tu habitues tes parents à se débrouiller tout seuls, à se passer de toi, en vue justement de cette séparation inéluctable? Pas vraiment. C'est plutôt qu'ils s'habituent, qu'ils se préparent tout seuls à que je parte. Voilà, comme des parents. Oui. Voyants. On n'est pas pressés. Non. Merci à tous les trois. Et bravo, on est admiratifs de votre parcours. Il est temps à présent de prendre des nouvelles de Yannick. Je vous avais reçu, Yannick, le 9 novembre 2011 dans une émission intitulée « Ado et déjà alcoolique ». Vous vous étiez alors livré avec une grande sincérité sur notre plateau. Vous aviez quel âge lorsque vous êtes tombé dans la spirale de l'alcool? J'avais 15 ans. Il vous a fallu du temps pour reconnaître la gravité de votre état, mais vous avez finalement accepté de vous faire aider. Depuis quand n'aviez-vous plus touché une gousse d'alcool lorsqu'on s'est rencontrés? Ça faisait 2 ans. Dans quel état d'esprit vous étiez à l'époque?
J'étais dans un esprit, on va dire, de dynamique, voilà, dans un esprit de construction, de vouloir aller de l'avant, et puis de vouloir surtout, avec ma fougue de la jeunesse, construire un réel avenir professionnel et social. Alors, en témoignant sur notre plateau, vous souhaitiez accomplir un acte citoyen, pour reprendre vos termes. Vous étiez alors persuadé d'être tiré d'affaire et vous étiez bien décidé à prévenir les jeunes des méfaits de l'alcool. Et pourtant, vous êtes de nouveau parmi nous pour une raison bien précise. On va regarder tout de suite notre reportage. C'est vraiment la descente aux enfers. Adolescent, Yannick ne buvait que quelques verres d'alcool au cours de fêtes de famille. Mais il avait peu à peu glissé vers une consommation quotidienne. Les occasions de boire, par la suite, c'était l'après-midi avec les amis, en fait. Vous buviez quoi? De la bière. Beaucoup? Oui, beaucoup. Ça pouvait aller jusqu'à 6-7 canettes. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 14 ans. Mais c'est l'ouverture de son propre bar qui avait fait sombrer Yannick. Je deviens mon meilleur client. C'est moi qui payais les tournées jusqu'à un moment donné où je rentrais, j'étais complètement ivre, quoi. Il y a des fois des matins où je me levais et au large, il y avait du verre de cassé de partout, la caisse était grande ouverte, la vaisselle débordait et je ne savais plus je savais pas ce que j'avais fait la veille. Le bar de Yannick avait fini en dépôt de bilan et il était tombé au plus bas jusqu'à ce qu'il décide de faire une cure de désintoxication. Je suis dans ma 3e année d'abstinence où je peux dire que je vis une abstinence heureuse. J'aide les autres. Ça me permet d'aller de l'avant. Deux ans plus tard, Yannick revient sur son passage dans l'émission. Je suis venu pour passer un message positif et puis aussi être dans une dynamique de construction de projets, etc., etc. Mais cet été, Yannick a dû faire face à plusieurs déceptions qui l'ont déstabilisé. J'en suis arrivé à reconsommer, quoi. C'était dans une soirée, à un bal, où je me suis dit, voilà, je passe le pas. Je l'ai mûrement réfléchi pendant 10 minutes en me disant, qu'est-ce que je fais? Et ça a été au moment où je suis arrivé, j'ai commandé une bière. J'ai pas culpabilisé sur le fait, en fait. Je me suis dit, voilà, bon, c'est pas grave. C'était vraiment, cet esprit festif où je me contrôlais, quoi. Et puis voilà, l'été passé comme ça, on va dire, où il y a eu des fêtes, où il y a eu un peu de consommation, où on va dire que c'était un alcoolisme mondain, quoi. Voilà. Yannick pensait pouvoir être plus fort que l'alcool et se contrôler, jusqu'à ce qu'il se sente en danger. Il y a un jour, en fait, au 3e verre, ça commençait à me tourner la tête, et à ce moment-là, j'ai dit, mais stop, j'arrête. Par rapport à ce que j'avais vécu dans mon passé, je voulais pas le revivre et je voulais pas que mon entourage ressouffre par rapport à ça, quoi. Conscient qu'il peut rebasculer à tout moment, Yannick est plus déterminé que jamais à reprendre sa vie en main. Peut-être que briser l'interdit, ça permet à la fois peut-être de tomber, mais aussi d'analyser et de se remettre en question. Aujourd'hui, j'ai décidé de me fixer un objectif. Et cet objectif, il est ferme et définitif. C'est d'arrêter de consommer et de revenir comme le Yannick qu'il était avant, dans la tolérance zéro, où il vivait. Je pense avoir plus les pieds sur terre et je ferai au mieux pour aller de l'avant de toutes les manières. Je veux aller de l'avant, donc j'irai de l'avant. Martine, une amie de Yannick, et Jacqueline, sa tante, ont chacune suivi son passage dans toute une histoire. Je lui ai envoyé un message en lui disant que tu as du cran de passer à la télévision pour parler de ce problème. C'est très bien parce que ça peut aider d'autres jeunes. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un jeune, à 24 ans, il a déjà toute cette vie derrière lui. Fière du parcours de Yannick, les deux femmes ont appris avec tristesse sa rechute de cet été. Je dis, qu'est-ce qui t'a pris?
Tu sais très bien que tu ne bois pas d'alcool et que tu es normalement... tu t'es promis de ne jamais y retoucher. Moi, c'était un brisement de cœur. Ah, il m'a dit, je te promets, je ne rechuterai pas. J'avais quand même peur. Jacqueline et Martine ont néanmoins l'espoir que Yannick tire définitivement un trait sur l'alcool. Quand on est rentré de vacances, il a dit « J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je ne bois plus ». Je pense qu'il a redémarré sur une bonne voie de son échec de cet été. Je sens qu'il est motivé pour avancer, pour aller de l'avant. Je suis quand même confiante pour son avenir. Aujourd'hui, je suis persuadée que Yannick est capable de devenir abstinent complètement. Après la mauvaise passe de cet été, c'est à Yannick plein de projets que nous retrouvons. Il visite aujourd'hui un appartement en compagnie de sa tante, Jacqueline. Bonjour madame. Je suis la tante. Allez-y, rentrez. Ici la chambre, très calme. Là, vous vous réveillez avec les oiseaux. Ouais, non, puis en plus, c'est magnifique. Ouais. Donc, on termine par le salon, salle à manger. En tout cas, l'appartement, il est... Voilà, il est bien, il me convient bien. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, moi, je le trouve super bien. C'est votre premier appartement? Non, c'est pas mon premier appart, mais on va dire que c'est... voilà. Je repars de la famille pour revivre une nouvelle vie, donc c'est vraiment donc c'est le grand saut, alors. Voilà, un grand rebond. Oui. Bah écoutez, merci beaucoup pour l'accueil chaleureux et puis la visite. Yannick tient aussi par-dessus tout à retrouver un emploi au plus vite. Bonjour. Il fait donc le point avec sa conseillère. Merci. On y va? La dernière fois qu'on s'est vu, on avait postulé sur différentes offres. Oui. Ça a donné quoi? J'ai présenté mes expériences professionnelles, etc. J'ai essayé d'être le plus motivé possible. Donc là, je suis dans l'attente, on va dire. Ces différentes offres, ça vous a redonné un petit peu de courage? Ah ça ouais, vous a motivé? totalement, ça me motive et... Faut pas vous décourager, même si ça marche pas. On trouvera bien autre chose. Ok, bah écoutez, merci. Au revoir, bonne journée. À la prochaine. Au revoir. Tiens au courant. Yannick est déterminé à reprendre sa vie en main. Ce soir, il retrouve des amis et le lieu n'est pas anodin, c'est un bar. Mais Yannick reste fixé sur son objectif, 0 alcool. Ça va? Ouais. Salut mon loulou. Ah, je tombe. Auprès de ses amis, rencontrés dans son club de country, Yannick est épaulé dans son combat contre l'alcool. Une fois devant la carte, Yannick ne laisse alors aucune place au doute. Un Perrier citron. Tout son groupe d'amis ne souhaite qu'une chose, aider Yannick à s'en sortir. Qu'est-ce que t'as apprécié dans ce club quand t'es arrivé? C'était le fait que voilà, il y avait du sérieux. Dès qu'on avait fini de danser, on buvait un coup, c'était voilà, de l'eau et ça t'a aidé. Quand on est sorti aussi dans les balles, on a passé une soirée géniale et on n'a pas bu. T'as pas besoin de ça. Ouais, non, ouais. Nous, on est là, si t'as envie de parler, on a toujours été là depuis 1 an qu'on te connaît. Toute cette ère positive qui est en train de se faire, qui continue et qui se développe. Et qu'il aboutisse, voilà, ça c'est clair. Plus motivé que jamais et bien entouré, Yannick est décidé à repartir du bon pied. D'abord, je tiens à saluer votre courage, Yannick. C'est courageux d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Quelle est votre réaction? Je vous sens bien songeur après avoir écouté ce que vous venez de dire. C'est douloureux, c'est quoi? C'est très émouvant en fait. C'est très émouvant. Qu'est-ce qui est émouvant? À la fois de se voir et de se dire que voilà, il y a eu un petit accroc et que ça a été peut-être un tremplin pour repartir sur de bonnes bases, on va dire, des bases fondamentales. Peut-être qu'il y a des choses encore que vous aviez besoin d'expliciter, d'approfondir? Oui. Je dirais qu'en fait, j'avais peut-être un manque de tolérance dans la vie en général, peut-être que j'avais un manque de recul, et peut-être qu'à un moment donné, noyé dans le flot des contrariétés, je voulais... je savais plus où j'étais, quoi. Et... Peut-être qu'il faut être très humble par rapport à ça, quoi. Oui, tout à fait. Très humble et on se rend compte de la difficulté du sevrage. C'est compliqué, quoi. Oui.
compliqué de résister aux tentations, de dominer des moments de souffrance. Je vous sens très différent de votre dernier passage. Vous êtes beaucoup plus posé. Vous avez l'air d'avoir gagné en sérénité, en maturité. Oui, je dirais que à la fois je suis serein et je reste en fait toujours dans une analyse. Le fait d'avoir consommé au mois de juillet ce petit accro, le fait de vouloir me tester et de voir jusqu'à où je pouvais aller, ça m'a permis... Vous avez arrêté assez vite finalement, vous n'êtes Ouais. pas redescendu trop bas, quoi. Donc il faut une sacrée volonté et une sacrée lucidité pour savoir arrêter à temps. Oui, quand je me suis aperçu que je commençais à consommer la bouteille et j'étais pas, on va dire, dans un état d'ébriété, voilà, j'étais pas sous. J'étais bien, mais c'était à ce moment-là où je me suis dit, danger, il faut se remettre en question et se dire que voilà, je voulais pas retomber dans quelque chose où j'ai souffert. J'ai souffert En fait, vous énormément. avez peut-être eu besoin de mettre votre volonté à l'épreuve, de la tester. Ouais. Oui, j'ai testé les choses et voilà, je me suis aperçu que la rentrée de septembre arrivait. Et je me suis dit, voilà, la rentrée de septembre arrive. C'est le moment pour aller de l'avant et se dire que voilà, il y a un emploi qui va arriver. Vous êtes demandeur, vous cherchez un emploi là ? Je cherche un emploi. Comment vous envisagez l'avenir ? J'aimerais bien, on va dire, refaire une formation professionnelle et m'engager dans le milieu de l'insertion, de la... Voilà, peut-être on va vous mettre en relation avec Anne là-bas. Peut-être vous pourriez avoir des choses à vous dire tous les deux. Ouais, peut-être, ouais. Hein, peut-être, vous allez vous parler hors J'ai eu antenne. l'impression à un moment donné Anne, ça doit vous parler, de me retrouver l'histoire dans... de ce jeune homme. Bien sûr, j'en rencontre beaucoup, j'en connais beaucoup. Ouais. Donc vous allez discuter hors antenne. Peut-être si vous êtes revenu sur ce plateau, c'est pour adresser un autre message aux jeunes qui nous écoutent. Un message porteur, ouais, un message porteur en disant que voilà, aujourd'hui, déjà la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut se poser les bonnes questions au bon moment. Et puis d'être méfiant, puis de se fixer des objectifs, avoir une analyse. Et ouais, je sais, l'analyse, tu l'analyses, mais bon, vaut mieux avoir une analyse et se remettre en question que tomber dans le panneau, quoi. On va bien sûr rester en contact avec vous, continuer à prendre de vos nouvelles. Et puis, j'ai l'impression que vous êtes quand même sur le bon chemin. Oui. Je vous souhaite de trouver un emploi. Merci beaucoup. Merci d'être revenu. Je vais maintenant vous demander à tous les quatre de signer le grand livre de l'histoire continue. On va commencer avec Guy. Alors, comment vous allez faire pour signer ce livre ? C'est Florian qui va écrire pour nous. D'accord, Voilà. Très bien. Alors, c'est Florian qui écrit pour vous. Merci à tous. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Et tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Merci. J'ai appris que j'étais enceinte. Quelques jours après, je me suis dit, c'est peut-être pas de ton mari. Elles sont tombées enceintes alors que leur vie amoureuse était chaotique. On a eu une relation passionnelle. Ils vivaient en couple. Je savais dès le départ qu'il était marié, donc moi j'ai accepté. Je suis tombée enceinte. Vous avez décidé de le garder, ce bébé ? J'ai décidé de le garder. La question se posait même pas, c'est garder cet enfant, par amour. Et le secret, je me suis dit que j'allais le garder pour moi toute ma vie. Mais peut-on vraiment garder un si lourd secret ?
Je lui ai fait croire que j'allais avorter, donc j'ai accouché seule. Mon mensonge m'a emmenée jusque-là. Un soir de dispute avec mon mari, j'en ai profité pour lui dire la vérité. Il voulait l'élever comme son enfant et pour lui, c'était clair, c'était son enfant. Je pense que pour qu'un enfant se construise, c'est important de savoir qui on est. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour dire aux gens qui détiennent un secret aussi important, de ne pas le garder pour eux. Seven tons of plastic and it seems to be